Coucou Marlène Schiappa, Bonjour, ça va? ça va bien. Et toi? Bah écoute, ça va super, je suis trop contente que tu sois là, vraiment. Merci, moi aussi. T'es une énorme girl boss entrepreneuse, donc on est là pour parler de ça aujourd'hui, donc encore une fois, merci énormément d'être là. Ça va être un épisode hyper passionnant. Je vais quand même te présenter parce que tu as un parcours ultra riche et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant d'à quel point ton parcours est riche. Donc, tu as été secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Petit aparté, très engagé pour la lutte contre les LGBT+ phobie. Merci énormément pour ça. Donc ça, c'était entre 2017 et 2020. Ensuite, tu as été ministre délégué chargé de la citoyenneté. On a bossé, hein. Bravo. Entre 2020 et 2022. Ensuite, tu as été secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Donc, beaucoup d'engagement humain. On en parlait en off, c'est important de faire la distinction entre engagement, on va dire, dans les organisations et vraiment humainement. On sent que c'est des choses qui te portaient vraiment depuis très longtemps. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, on est là pour parler de la girl boss entrepreneuse que tu es parce que en 2008, déjà, tu as créé le blog Maman Travaille, qui est le premier réseau de mères actives pour promouvoir l'égalité parentale. Aujourd'hui, tu es associée chez Tilder. Est-ce que je le prononce bien? Très bien, c'est tout à fait ça. Ok, parfait. Et non pas Tilder, comme on m'a dit, Ok. et encore moins Tinder. Oui. J'ouvre une parenthèse, mais j'ai fait un dîner business et il y a un type qui vient me voir et qui me dit « Moi, j'ai beaucoup de feedback à vous faire sur l'appli. » Et je lui dis, l'appli? Il fait, l'appli pour laquelle vous êtes associé. Je lui dis, mais on n'a pas d'appli. Et là, je commençais à me dire, peut-être qu'ils sont en train de développer une appli et je suis pas au courant. Il me dit, moi, je suis un gros utilisateur et alors, je vais vous montrer, il y a des choses. Et là, il me montre son profil Tinder. Genre, moi, c'est Tilder avec un L. On accompagne des dirigeants dans leur stratégie. On ne fait pas des rencontres, pas ce genre de rencontres, en tout cas. Non, mais grave. Il est parti, il m'a même pas dit au revoir. Il était trop gêné. Mais tu on le salue s'il nous regarde. Non, parce que vraiment, aucun rapport. Appli de rencontre et comme tu l'as dit, agence de conseil en stratégie de communication pour entreprises, organisations, dirigeants. Voilà. C'est hyper cocasse. Ouais, c'est drôle. Et donc, en fait, finalement, aujourd'hui, effectivement, tu es associé pour Tilder. C'est pas un démarrage pour toi dans l'entrepreneuriat. Finalement, c'est un retour aux sources. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le savent pas. Parce que tu avais déjà créé ta propre agence qui s'appelle Scribs en 2007. Je prononce toujours bien. Ouais, tout à fait. Ok, super. Ça voulait dire société de contenu rédactionnel sur Internet et blog et site, je crois, un truc comme ça. Il y avait eu une réunion naming de haut niveau pour trouver ce nom en 2007 et on faisait du contenu, la production de contenu à l'époque où il y avait peu de sites. On était en 2006-2007 quand on a commencé. Et donc, on produisait du contenu pour Yahoo, MSN, 20 minutes. À l'ancienne. Tous ces sites à l'ancienne, ouais, Vraiment. Mais ça a tellement compté, hein. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, on a toutes ces évolutions dans les réseaux sociaux. C'était les démarrages, hein. C'était les démarrages et il n'y avait même pas à l'époque, parce que j'avais fait un mémoire là-dessus, de sites féminins. En fait, il y avait les magazines et il n'y avait pas de site. Par exemple, le site L.fr, à l'époque, c'était un site vitrine qui disait juste L.fr, on a tant d'abonnés, voilà comment vous abonner, nos produits, etc. C'était pas un magazine, c'était pas un site en ligne. Et on appelait ça les webzines à l'époque et il y en avait très très peu. Tellement d'évolution. Ouais, ça nous rajeunit pas. C'est vrai. Mais heureusement qu'on évolue parce que justement, aujourd'hui, il y a tellement de choses avec les IA, etc. Mais on va parler de tout ce que tu fais. Et notamment pour Scribs. Tu as eu des clients quand même qui étaient hyper prestigieux. Tu as pu accompagner Michel-Édouard Leclerc, Carrefour, La Poste, la SNCF dans leur politique interne pour favoriser l'égalité femmes-hommes finalement. On en revient toujours à ça. Elle te vient d'où, toi, cette fibre entrepreneuriale où tu reviens aujourd'hui, mais que tu as eu depuis finalement très longtemps. On le rappelle, Scribs, c'était 2007. Ça vient d'où D'abord, tu es très très bien renseigné, parce que je pense que les gens qui ont la liste des clients de Scribs de l'époque, il y a personne qui l'a. Donc bravo. Assez secret qu'on garde. Donc bravo, je suis impressionnée. En fait, moi, j'ai grandi un peu dans le do it yourself. J'ai grandi dans des cités, mes parents étaient divorcés, n'avaient pas d'argent. On parlait en off du fait que j'ai une fille en terminale et donc je suis en plein Parcoursup, je lui fais rencontrer des écoles, etc. Moi, personne s'est occupé de faire ça pour moi quand j'étais en terminale. J'ai coché 3 cases et voilà, j'étais au collège en ZEP. Donc en gros, j'avais pas le choix. C'est-à-dire, j'avais pas d'autre choix que ça doit marcher. Et j'ai commencé à bosser chez Havas, ça s'appelait EuroSCG à l'époque, et je donnais des idées et on n'écoutait jamais mes idées parce que j'étais une fille de 19 ans en Converse et qui avait pas fait de grandes écoles. Donc quand je disais par exemple, moi je pense qu'il faut faire des contenus pour les femmes sur Internet, on me disait non mais ça marchera jamais, les femmes n'ont pas du tout envie de s'exprimer sur Internet, puis les blogs ça te mènera nulle part. Bon bravo, ça m'a mené au gouvernement. Et du coup je suis partie et j'ai créé mon agence. Et je m'apprêtais à avoir ma fille et donc j'avais pas, et le père de mes filles était pas
président d'un fonds d'investissement, il avait un petit salaire et donc j'avais pas d'autre choix que ça marche. Si ça marchait pas, je pouvais pas payer mon loyer en fait. Et quand on n'a pas d'autre choix que juste ça doit marcher, parce que sinon on arrive dans des énormes galères, en fait en général ça marche. Donc c'est pas une théorie d'esprit entrepreneurial, j'ai pas fait HEC, c'est juste la théorie du ça doit schémar. Mais c'est un truc de ouf. En fait, c'est un mindset énorme parce que tu l'as très bien dit. L'école, elle t'a pas fait de cadeau, t'as pas été privilégié, tu viens de ZEP. Et en fait, là, finalement, t'as eu cette espèce d'état d'esprit revanchard. Au lieu de te dire, je viens pas du bon milieu, j'ai pas les bons contacts, je suis pas privilégié, je vais leur montrer. Et finalement, j'ai l'impression que tu as cette espèce d'énorme détermination de dire je refuse de me laisser être mise dans cette case par la société et je veux montrer que finalement je peux en sortir et c'est possible. Et tu l'as très bien fait. Mais elle vient d'où cette force? Est-ce que déjà depuis petite, si on parle de la petite Marlène, t'étais comme ça, à pas vouloir te laisser limiter par les autres? En fait, moi, j'ai grandi avec donc dans des cités, etc. Et toute ma famille, tout mon entourage était dans l'éducation nationale. Donc mon père est devenu ensuite historien, mais à l'époque, il s'occupait du courrier à la CAF, il était délégué syndical, il préparait le CAPES pour devenir prof d'histoire. Ma mère, elle était instite, elle surveillait les cantines et la garderie pour gagner plus d'argent. Et du coup, tout le monde était prof. C'était un vrai atout parce que ça te donne quand même un sens de faire ses devoirs, travailler, etc. Moi, quand je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs pendant 3 heures. Je trouvais ça ouf, celles qui rentraient, qui regardaient la télé. Moi, j'avais pas le droit de regarder la télé. Donc, c'était quand même très strict, d'une part. Et d'autre part, j'avais un peu cette espèce de, sans offense vraiment pour les gens qui sont dans l'éducation nationale, tous mes frères et sœurs y sont, etc. Mais moi, j'avais un truc de, je veux pas du tout faire ça. C'est vraiment pas ça que je veux faire. Quand on me disait la sécurité de l'emploi, vraiment, ça m'empêchait de respirer. Quand on me disait tu peux faire le même job toute ta vie, ça t'oppressait. Ah ouais, ça m'oppressait, exactement. J'avais pas du tout envie de ça. J'avais envie d'adrénaline, j'avais envie de voir autre chose. Et je trouvais que ça avait l'air génial quand j'entendais des gens qui avaient créé leur entreprise, qui bossaient dans des agences, des gens qui me parlaient des métiers dans la pub. Je me disais, ouais, mais c'est un métier de créer des campagnes. Je trouvais ça incroyable. Mais c'est vrai qu'on me décourageait. On me disait, en fait, t'écriras jamais un livre parce que tu connais pas d'éditeur. C'est très rare les gens qui arrivent à se faire publier. Bon, j'ai écrit 30 livres. Donc si j'avais écouté tout ce qu'on m'a dit, j'aurais vraiment rien fait. Mais ça te parle justement, ce fait que l'entourage, parfois, quand tu as des projets, quand tu as de l'ambition, ils essayent, au lieu de t'encourager, de diminuer. Et j'ai l'impression que, oui, ça te parle, c'est une question rhétorique, mais toi, tu t'arrêtais pas à ça. T'avais ce truc d'avancer comme une flèche et de dire quoi qu'il, ça va le faire, quoi. Exactement. Je pense qu'il y a l'entourage malveillant, mais il y a aussi l'entourage qui est bienveillant et qui a peur pour toi, en fait. Et je pense que ma mère, jusqu'à ce que je sois nommée au gouvernement, elle comprenait pas vraiment ce que je faisais. Quand j'ai créé une agence de production de contenu, je disais je fais du brain content. Ma mère, je pense qu'elle croyait que j'étais intermittente du spectacle ou je sais pas. Quand j'étais nommée au gouvernement, j'ai une de mes tantes qui m'a demandé si j'allais avoir des tickets resto. Donc il y a un peu ce truc de milieu modeste dans la fonction publique, donc au service de l'État, etc. Et en même temps, on a peur que t'aies pas de quoi manger le midi, donc ça crée quelque chose de difficile. Et c'est vrai que je pense que quand on a connu, moi j'ai eu les huissiers à la porte, j'ai vécu des choses difficiles dans mon adolescence, et du coup je pense que quand on a vécu ces choses-là, on a aussi un peu quelque chose du j'ai rien à perdre. Ouais, en fait, comme j'ai rien à perdre, et donc je vais tout faire pour que ça marche. Je vois complètement. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que tu avais toutes les raisons du monde d'avoir peur de te lancer dans l'entrepreneuriat, parce que tu viens de le dire, il y avait les huissiers à la porte. C'est un milieu aussi où t'as grandi quand même pas dans le Grande Pompe, Versailles, etc. Et pourtant, tu me dis, si je me trompe, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, pour toi, c'était plus de l'excitation et de la curiosité que de la peur. C'était une manière de dépasser sa condition. En fait, tu sais, quand t'es salarié, on te met vite dans des cases. C'était vrai à l'époque, mais c'est vrai aussi aujourd'hui. On te demande quelle est l'école que t'as fait, d'où t'es alumni, on en parlait. On te demande quelles sont tes expériences. En fait, c'est comme si c'était un algorithme qui gérait ta carrière. Et si tu coches des cases, tu peux progresser. Et si tu les coches pas, t'as beau avoir des idées incroyables, on te donne pas ta chance. Et moi, ce que j'ai fait en montant mon agence, je l'aurais jamais fait si j'étais restée salariée. Je t'ai dit, j'ai créé les premiers contenus, les brain content pour Leclerc à l'époque. J'étais dans le bureau de Michel-Édouard Leclerc en train de réfléchir avec lui à comment on allait convaincre avec du contenu, comment on allait défendre des causes. J'ai pu monter du coup le blog Maman Travail, monter des conférences, aller dans les boîtes, mettre le pied dans la porte pour dire l'égalité femmes-hommes, est-ce que vous en occupez ou pas? Et c'était une période où il n'y avait pas de ministère des droits des femmes, pas de charte de la parentalité en entreprise. Enfin vraiment, on a fait des réunions où les mecs entraient et disaient, les DRH rentraient et disaient c'est le truc des
bonne femme. Alors voilà, c'est pas les années 50, mais début des années 2000, on n'était pas si avancé que ça quand même il y a 20-25 ans sur ces sujets. Ouais. Et tout ça, j'ai pu le faire parce que je me suis prise en main. Et je me suis dit, ok, en fait, je n'arriverai jamais en tant que salariée à monter les échelons parce qu'on me fera pas confiance, parce que je coche pas les cases, parce que j'ai pas grandi dans le 7e arrondissement, parce que mes parents jouent pas au golf avec mon patron, parce que voilà. Et n'ayant pas ces codes-là, je me suis dit, j'ai qu'une solution, c'est avoir les meilleures idées et bosser le plus possible. Et ce qui a fait vraiment la différence, c'est que, j'ai jamais lâché l'affaire sur rien. Si je voulais trouver des clients, j'ai appelé 152 personnes et 151 non, mais il y avait un oui à la fin. Et 2, que j'ai travaillé énormément. Je travaillais le jour, la nuit, les week-ends, toutes les soirées où les amis disaient « Ah, on va faire ci et ça, est-ce que tu veux sortir avec nous ?» Non, je veux pas sortir avec vous, je veux rester chez moi et travailler et être avec mon ordinateur et trouver comment développer ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est aussi des sacrifices, ça te coupe de plein de choses. Parce que tu avais un why qui était là, qui est un pourquoi, vraiment une cause, quelque chose qui t'anime, qui était très puissant. Est-ce que t'arrivais à l'époque à l'identifier? C'était quoi? C'était transmettre ton parcours aux jeunes, être une sorte de rôle modèle? C'était une vengeance qui pourrait être complètement personnelle sur ton destin, qui paraissait tout tracé. C'est quoi qui alimentait cette espèce de rage de dire je vais vous montrer? En fait, il y a 2 choses. Il y a un why, comme tu dis, et un sens sur la question de l'égalité femmes-hommes qui très tôt est devenu pour moi quelque chose d'essentiel parce que je le vis vraiment comme une injustice, le fait que femme ou homme, selon que tu nais fille ou garçon, ton destin va être différent. En tant que fille, tu vas être moins payée, plus harcelée dans la rue, plus soumise à des violences sexistes ou sexuelles. Tu as plus de probabilité que ton partenaire te frappe ou te dévalorise. Tu es moins autonome financièrement. Tu as moins d'opportunités quand tu montes une boîte qu'elle soit financée ou soutenue. Et en fait, cette injustice, je l'ai trouvée absolument dingue. J'avais envie de faire quelque chose, de régler les problèmes. J'ai un peu le complexe du sauveur. D'ailleurs, c'est pour ça que tu fais de la politique après. C'est parce que tu te dis, il y a des gens qui ont besoin de moi et j'ai envie d'aider les gens. J'étais bénévole dans des assos, je faisais de l'alphabétisation pour des femmes primo-arrivantes qui parlaient pas français. Je trouvais ça injuste qu'elles n'arrivent pas à suivre les devoirs de leurs enfants, donc j'avais envie de les aider. Et après, si je suis très honnête, il y a ce why qui est hyper important, qui est l'engagement. Et il y avait aussi un truc perso de me dire, en fait, je veux pas grandir ici. Et comme ça. Et voilà. Et j'étais assez décomplexée par ça parce qu'en France, on n'aime pas trop les gens qui changent de classe sociale ou qui changent de monde. Et un jour, j'ai lu une interview de Jamel Debbouze qui disait, vous savez, j'ai grandi dans une cité et maintenant j'habite à Saint-Germain-des-Prés. En fait, c'est vachement plus cool les conditions de vie à Saint-Germain-des-Prés. Et moi, je dis souvent à mes filles, je dis, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir une mère ministre ou qui a été ministre, qui peut vous ouvrir des portes, qui peut travailler pour vous, qui a ses codes sociaux. Vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir s'il y a à manger dans le frigo. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est une chance. Moi, quand j'étais en terminale, je bossais déjà. Je bossais 20 heures par semaine depuis la classe de première à la FNAC pour gagner de l'argent et pour gagner ma vie et subvenir à mes besoins. C'est hyper inspirant. T'es une autodidacte, t'es une self-made woman, t'as fait tout ce dont on vient de parler. Et pourtant, comme on le disait en off, y a des gens qui te cantonnent à une certaine catégorie. Je te vois sourire parce que tu sais très bien où je vais en venir. Bien sûr. Alors, je vais citer exactement ce que tu as dit. C'était pour le magazine Les Décideurs. Tu as dit « Lorsque j'ai intégré le gouvernement, les biographies m'ont qualifiée de blogueuse ou de responsable associative, ce que j'ai été également. Si j'avais été un homme, on m'aurait qualifiée d'entrepreneur. » Tu as parlé de présomption d'incompétence. J'ai trouvé que c'était un terme hyper intéressant. C'est quoi pour toi la présomption d'incompétence ? La présomption d'incompétence, c'est un truc que subissent les femmes, mais pas seulement les femmes. Je vais te donner un exemple. Si tu regardes un plateau d'une chaîne d'infos et tu vois un homme blanc avec un costume et une cravate, tu pars du principe que c'est un expert. Un expert de quoi ? On ne sait pas, vraiment. Mais il a l'air d'être un expert. Et on lui donne le crédit, c'est-à-dire avant même qu'il ait ouvert la bouche, il y a une présomption de compétence et on part du principe qu'il va sans doute savoir de quoi il parle parce qu'il a l'air d'être un expert. Si sur ce même plateau, tu as la personne qui a la même expertise, mais que c'est une femme, qu'elle est jeune, qu'elle est maquillée ou qu'elle a des tatouages ou qu'elle n'a pas un style qui ressemble à ce qu'on voit d'habitude ou qu'elle est issue de la diversité, là, tu as une présomption d'incompétence. On va partir du principe que c'est une outsider, elle ressemble pas à ce que l'œil voit d'habitude et donc on part du principe qu'elle est incompétente. Elle doit démontrer qu'elle n'est pas incompétente. Et ça, c'est assez fou parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit tout le temps et moi, je le vois encore. J'interviens sur LCI tous les mardis matins. Je fais de l'analyse de stratégie de communication politique. C'est juste mon domaine depuis à peu près 20 ans. Et il y a encore un type qui a fait un tweet il y a pas longtemps pour dire elle est nulle, elle a rien fait qui mérite, qui légitime qu'elle intervienne sur votre plateau le matin.
Et j'étais fatiguée, j'avais envie de répondre, bah mec, j'ai rien fait à part être ministre pendant 6 ans et demi, présider une asso pendant 10 ans, être élue, avoir fait les 2 campagnes d'Emmanuel Macron, avoir créé 2 agences de com et être associée d'une agence de stratégie aujourd'hui. Donc oui, j'ai pas fait grand chose qui me légitime pour parler de ça, Roger. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit, je vais pas commencer à répondre à tous. Faudrait que ça me touche pas en réalité. Mais ça me touche pour moi, mais ça me touche aussi pour tous les gens qui font des choses et qui sont renvoyés en permanence à l'avis de Roger sur son canapé et qui considèrent que tu ressembles pas à ce qu'il attendait de voir. Mais en fait, c'est ça, c'est un truc de ouf. Les gens, ils vont voir quelque chose que t'as fait. En l'occurrence, tout le monde, certaines personnes bloquent justement sur le blog et on va faire plein de parallèles. Elle est blogueuse, donc elle est influenceuse, donc elle n'est pas crédible, donc elle n'est pas légitime. Sauf que le parallèle, il est complètement lunaire. Et toi, tu dois t'épuiser presque à te justifier. En fait, j'avais un blog en plus sur les politiques publiques d'égalité et de conciliation vie pro, vie familiale. Oui, mais c'est hyper nécessaire. Bien sûr. Et quand j'avais des portraits pour dire elle est blogueuse, à l'époque, le sous-entendu, c'est elle fait des blogs avec des photos de macarons à Paris ou de ses vêtements de marque, alors que ça n'a jamais été mon propos. C'était pas un blog sur ma vie. C'était un blog sur un sujet. Et effectivement, le fait que j'ai créé des agences a été complètement passé à la trappe. Alors, peut-être de ma faute aussi, mais moi, j'arrivais dans ce monde-là, je partais du principe que ce que tu as fait parle pour toi. Grave erreur. En fait, il faut créer ton narratif et être à la manœuvre de ton récit, parce que si tu racontes pas ton récit, des gens vont le raconter pour toi. Et de la même manière, à chaque fois que je dis que j'ai grandi dans des conditions matérielles qui étaient pas optimales, t'as toujours des gens pour dire c'est pas vrai, son père est historien, sa mère est proviseur, etc. Enfin, j'ai 41 ans. Donc en fait, quand j'étais enfant, il y a donc 30 ans ou 35 ans de ça, mes parents faisaient autre chose dans la vie, étaient séparés, et puis comme tout le monde, j'ai aussi vécu des galères dont je parle pas forcément à chaque fois, mais qui chacun, quel que soit son milieu social, peut aussi à un moment de sa vie être confronté à des épreuves, à des choses dramatiques et à des choses qui sont vécues finalement peut-être parfois comme des traumatismes, mais aussi parfois comme quelque chose qui nous pousse à avancer. Bien sûr, et tout ce dont tu parles là, en fait, bon, toi, tu me diras si ça te concerne, mais ça peut appuyer sur quelque chose qui concerne énormément de femmes, le syndrome de l'imposteur. Le fait que justement, en fait, on n'a pas besoin de l'extérieur, nous toutes seules, on se sent pas légitime, on se sent pas crédible, on n'a pas confiance en nos compétences. Mais quand on a ce genre de situation avec justement l'extérieur qui vient te crier dans les oreilles, tu n'es pas à ta place. C'est encore plus dur de rester ancré. Toi, je te sens, c'est l'impression, c'est la première fois que je te rencontre, je suis ravie, je te sens très solide sur tes appuis. Comment on fait pour continuer son chemin sans entendre les détracteurs ? Non, mais d'abord, moi, je suis quelqu'un de extrêmement angoissé et je me remets en question en permanence et je suis sans cesse en train de me demander comment je pourrais faire plus, comment je pourrais faire mieux, d'essayer d'anticiper les risques, de me dire qu'est-ce qui peut ne pas marcher. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses. C'est parce qu'à chaque fois, je veux avoir l'idée et l'idée, elle n'arrive pas. Quand les gens disent j'ai eu l'idée sous la douche, oui, t'as eu l'idée sous la douche parce que t'as passé avant des mois à t'arracher les cheveux en te disant qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit mieux et à te poser la question. Donc il faut pas non plus se fier à l'image sereine, parce que je vais pas non plus en plus faire plaisir aux gens en pleurant devant eux sur les critiques qui sont faites. Et ensuite, en fait, je suis solide dans ce que je fais, parce que je crois profondément à ce que je fais, que ce soit professionnellement ou dans mon engagement. Et là, pour te répondre sur la question, j'ai écrit un livre du coup ce mois-ci qui est sorti, qui s'appelle Nos si petites ambitions, pour une révolution de la réussite des femmes. Et j'interroge justement l'utilisation du mot petit par les femmes. Et le fait que, comme tu le dis très justement, il y a une espèce d'autocensure qui fait que quand un homme a créé une boîte, même s'il est auto-entrepreneur, il va souvent dire qu'il est patron, entrepreneur ou CEO. Alors qu'une femme, elle va souvent minimiser ce qu'elle fait. Elle a 10 salariés, elle va dire j'ai une petite équipe, j'ai une petite agence, je fais un petit budget, voilà ma petite plaquette ou mon petit CV, ma petite carte de visite. Elle va s'excuser 3 fois de vous avoir adressé la parole. Alors évidemment, je caricature, il y a des femmes qui font pas ça, mais en tout cas, c'est vraiment une différence. Et moi, ce que je voudrais interroger et ce que j'interroge dans ce livre, Nos si petites ambitions, c'est d'où vient cette autocensure. Parce que je veux pas culpabiliser les femmes en disant les femmes s'autocensurent. Je pense que si on s'autocensure, c'est parce qu'il y a aussi un backlash de la réussite extrêmement fort et qu'on voit très bien que celles qui ont réussi, elles en prennent plein la gueule. Et donc, est-ce que ça te donne vraiment envie de se mettre dans ce sillage et de se dire, moi aussi, j'ai envie d'avoir 1000 tweets de Roger dès que je prends la parole à la télé, j'ai envie d'être critiquée sur ma vie personnelle ou familiale, parfois même par mes proches. Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ces syndromes ? Il y a des chercheuses, des féministes américaines, par exemple, qui ont théorisé le syndrome de l'Oscar. Quand une femme reçoit l'Oscar du meilleur rôle, elle a une probabilité plus élevée de divorcer dans les mois qui suivent
par rapport à un homme qui reçoit cette même récompense. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un problème avec la réussite des femmes, y compris dans la vie personnelle. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, non mais dans les couples hétéros, non mais moi je suis très ravie que ma femme réussisse, etc. Mais il y a quand même un truc avec la visibilité. Il y a une hypocrisie. Il y a une hypocrisie ou un malaise interne, je sais pas, avec le fait que ça bouscule les codes traditionnels de la virilité, avec la réussite, l'argent, la visibilité, etc. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de dirigeantes qui me disent, moi je fais pas de médias parce que mon compagnon n'est pas à l'aise à l'idée de me dire que je vais aller faire la belle dans les médias. C'est une vraie phrase que j'ai entendue il y a pas longtemps d'une femme dirigeante. Et j'ai cru que c'était dans Mad Men, mais non, c'était maintenant, là, cette année. Donc en fait, ce que tu constates, c'est que les femmes continuent aujourd'hui de s'excuser, de peut-être prendre plus la lumière que leurs compagnons. C'est quand même un truc de fou en 2024. Mais ce que je dirais aussi, c'est que c'est pas décorrélé des autres sujets. C'est-à-dire que la question des violences sexistes et sexuelles, pour moi, elle est reliée à cette question. On sait qu'il y a 1 femme sur 5 qui est exposée à des violences conjugales, pardon. Il y en a encore plus qui sont exposées à du harcèlement de rue, des viols, des violences sexuelles, etc. Et je pense qu'en fait, quand tu rentres chez toi et que la personne avec qui tu vis te dénigre, voire te frappe, a une emprise sur toi, c'est pas vrai que le lendemain matin, t'as envie d'être fière de toi, souriante et d'aller voir ton boss pour dire franchement je déchire et je vaux beaucoup plus que ce que vous me payez. T'as pas envie de dire ça, t'as juste envie de dire je suis une merde et il est déjà gentil de m'embaucher parce qu'on t'a répété toute la soirée chez toi à quel point t'étais nulle. Donc je pense que ce sujet-là de la façon dont c'est lié, il faut aussi le prendre en compte. L'autocensure des femmes, c'est aussi ça, et c'est aussi le fait de se dire je suis potentiellement harcelée sexuellement et personne me défendra. C'est tous ces sujets-là. Je dis pas que toutes les femmes sont victimes de violences tout le temps, je dis que c'est quelque chose qui existe et que même quand on n'est pas victime de violence là, qu'on l'a été ou qu'on accompagne des amis qui le sont, mais en fait c'est une résonance qui existe en nous et qui n'existe pas chez les hommes. Bien sûr, mais c'est un conditionnement hyper passionnant et justement sans transition parce que c'est vraiment le fil conducteur de l'échange qu'on va avoir, tes engagements immenses envers les femmes qui sont pas d'hier. Hein. Donc actuellement, tu as créé une ONG qui s'appelle Active Women pour que les femmes accèdent aux hautes fonctions en entreprise. Pour Le Figaro, tu as dit « Le secteur économique est à la traîne ». C'est quoi ton état des lieux justement sur la place des femmes dans l'entrepreneuriat aujourd'hui ? C'est vrai que le secteur économique est à la traîne par rapport au monde politique. On critique souvent la politique, mais grâce aux lois sur la parité, vous avez aujourd'hui une femme présidente de l'Assemblée nationale, vous avez une femme première ministre. Alors il a fallu 30 ans pour qu'il y en ait une, j'espère qu'il y en aura une avant dans 30 ans, mais en tout cas il y en a une. Il y a des femmes à des ministères régaliens. L'Assemblée nationale, alors elle a reculé là, mais on est dans des rangs de mixité. Il y a des lois sur la parité au conseil départemental. En revanche, pour le monde économique, même s'il y a des lois, en fait, on voit qu'il y a toujours un plafond de verre. Quand j'ai créé l'association Maman Travail, donc il y a 18 ans, quand j'attendais ma fille, il y avait 2 femmes patronnes du CAC 40. Aujourd'hui, il y en a 3. C'est-à-dire qu'en fait, on gagne une femme patronne du CAC 40 par génération. Ouais. Quand je serai grand-mère, il y en aura 4. Quand je serai arrière-grand-mère, il y en aura peut-être 5. Et je serai plus de ce monde quand on arrivera à la mixité, même pas à la parité. Hein. Je dis même pas 20-20. On est loin d'arriver à 20-20. D'ailleurs, le World Economic Forum a calculé qu'on va atteindre l'égalité femmes-hommes dans l'économie en l'an 2234. Donc c'est beaucoup trop lent. Donc oui, le monde économique est vraiment à la traîne. Ah ouais, on manque énormément de représentation dans les instances dirigeantes. Tu l'as dit toi-même. Il y a moins de 5 femmes présentes au CAC 40. Exactement. C'est ça, je l'ai appris en préparant l'interview. Pour toi, je ne le savais pas. J'ai été scotchée. En fait, c'est ridicule et c'est un sujet qui est un peu laissé de côté. Parce qu'on part du principe que les patrons ou patronnes du CAC 40, c'est des gens privilégiés et que donc les associations qui travaillent sur les sujets féministes considèrent qu'il y a des femmes qui sont en difficulté, qui sont victimes et qu'on doit aider et elles ont bien raison de le faire. Mais du coup, qui s'occupe de ce sujet d'inégalité ? Et pourquoi, philosophiquement, est-ce qu'on dirait, en fait, au-dessus d'un certain cran, c'est OK qu'il y ait des inégalités flagrantes entre femmes et hommes ? Moi, je suis pas d'accord. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec Active, on a créé le Next Woman 40, qui vise à répondre à la phrase « J'aurais bien voulu nommer une femme, mais j'en ai pas trouvé ». Et on a réuni un jury d'une 12aine de personnalités pour faire la liste de 40 femmes dirigeantes. C'est pas une liste exhaustive, on aurait pu en mettre 100. Il y en a 40 pour une par entreprise du CAC 40 qui sont fondées à devenir CEO du CAC 40 demain. Pour plus qu'on nous réponde, on n'a pas trouvé de femmes. Si nous, on les a trouvées en 4 réunions du jury et quelques mois, puisqu'on s'est lancé au MEDEF en mai, mais en fait, un fonds d'investissement ou un board ou un président, un cabinet de chasse de tête qui vraiment veut trouver une femme à nommer, ils peuvent le faire. Mais bien sûr, c'est hyper smart. Pour ouvrir l'interview, tu as parlé d'un sujet fondamental si on parle d'entrepreneuriat et des femmes, c'est l'accès aux levées de fonds et au financement. Je vais te faire réagir à quelque chose qui, je pense, dès les premiers mots, va te revenir. Ton coup de com' magistral sur Twitter. Ça te revient ?
Les femmes en Le homme, montage. si j'étais... un truc de malade, c'est merveilleux. Alors c'est Sista, c'est l'organisation Sista qui a fait ça et j'ai participé effectivement. Il y avait aussi ça, Fleur Pellerin qui a participé aussi. Je mettrai de toute façon le montage en incrustation dans l'interview pour que ça soit vraiment parlant pour drôle. Tout le monde. Je me suis trouvée pas mal en homme. Franchement, ça passe bien. Ça passe bien. Pour contextualiser, donc à gauche du montage, c'est toi en tant que tel. À droite, c'est toi, mais en homme. En légende, tu as mis pour lever des fonds, faut-il devenir un homme? Sur ton montage, il y a écrit que 5% des fonds sont levés par des femmes et 95% par des hommes. Donc c'est une campagne, comme je disais, qui a été reprise par l'ancienne ministre de la Culture, qui est Fleur Pellerin. Si on s'arrête 2 secondes sur les chiffres, 5% des femmes, à ton avis, qu'est-ce qui explique un tel écart? Et est-ce que toi, parce que voilà, encore une fois, tu as été chef d'entreprise, tu es aussi toujours chef d'entreprise, tu as été confrontée à ça? Complètement, pour moi et pour les autres aussi, parce que quand j'étais élue au Mans, j'étais maire adjointe chargée de l'égalité femmes-hommes, j'ai été aussi conseillère communautaire en charge du développement économique et de l'attractivité économique, et dans ce cadre, j'étais responsable de la délégation French Tech pour le territoire. Et donc on a constitué une délégation, on est allé à Bercy pour avoir le label French Tech, et alors le jury était paritaire, il y avait autant de femmes que d'hommes, mais dans les gens qui venaient dans les délégations, c'était majoritairement des hommes. Je pense qu'on était très peu de femmes dans les salles quand on échange avec les délégations. Ce sont des salles qui sont composées d'hommes majoritairement. Il y a une discrimination envers les femmes parce qu'on va considérer qu'elles sont moins aptes à être entrepreneurs. Mais il y a aussi une discrimination vis-à-vis des sujets féminins. En France, on est très en retard sur des sujets comme la beauty tech par exemple, ou tous les sujets liés à la mode, ou liés au care, liés aux soins, les applis. Pour aider les aidants, par exemple, normalement, il devrait y en avoir pléthore. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on devrait pouvoir surveiller des personnes âgées, on devrait pouvoir détecter les mouvements. Je donne cet exemple parce qu'il y a des choses qui existent qui font ça, mais en fait, ça fait 30 ans qu'on devrait avoir des applis comme ça. Et qu'en fait, elles sont absolument pas soutenues parce qu'on considère que ce sont des secteurs féminins. Et donc des secteurs peut-être moins rentables, moins crédibles, moins hard que la fintech ou que ces filières-là. Mais en fait, tout à l'heure, on a parlé des femmes dans l'entrepreneuriat en général. Là, on est pareil en général sur les levées de fonds pour les femmes. Mais si on s'arrête 2 secondes sur la place des femmes dans la tech, c'est ridicule. Ouais. À ton avis, comment t'expliques qu'aujourd'hui, il y ait aussi peu de femmes qui prennent place dans le monde de la tech qui est ultra masculin? C'est quoi? C'est le conditionnement? Moi, je fais souvent, réagir des femmes dans la tech sur des chiffres que j'avais trouvés sur l'école, qui disaient que justement, en fait, l'école nous conditionne à, t'es une fille, littéraire, ou alors la com, le marketing, et plutôt les garçons scientifiques. Ouais, complètement. T'es en accord avec ça? Complètement, je suis d'accord, mais il y a les parents aussi. Moi, je te donne un exemple, j'ai inscrit mes filles à des cours de code. C'était pas loin de chez nous et pendant les vacances scolaires, une organisation dont évidemment le nom m'échappe, mais si ça me revient, je te l'enverrai, qui fait des cours de code pour les jeunes et je trouvais ça super. Je me disais, il faut évidemment qu'elles sachent coder, etc. C'était pas coloris? Non, c'était pas celle-là. Okay, mais ok pour coloris, j'essaierai. C'est le sans écran, codage sans écran. D'accord, moi c'est avec écran. Okay. Et donc j'inscris la grande et la petite. Et en fait, l'une des deux était dans un groupe tout à fait mixte, autant de filles que de garçons, et l'autre, c'était la seule fille. Il y avait que des garçons. Et quand je vais demander un peu aux parents qu'est-ce qui fait que vous avez inscrit ou pas inscrit vos enfants à l'atelier pour apprendre à coder, en fait, les parents de la petite, il y avait autant de filles que de garçons pour la petite, et les parents de ses copains et copines me disent, en fait, l'affiche, il y avait des Lego Friends, donc c'est rose et violet, et donc ils me disaient, pour nous, c'était mixte. Et la grande, l'affiche était noire et grise, et donc les parents des copines à qui j'ai dit, mais pourquoi vous l'avez pas mise au cours de code? Ils m'ont dit, c'est un peu masculin quand même, ça, il va y avoir que des garçons, elle va s'ennuyer, ce sera la seule fille. Donc ça paraît cliché, mais ça veut dire que quand tu demandes comme ça en informel aux parents, il y a quand même encore ce truc de j'ai peur pour ma fille, ou j'ai pas envie, ou elle va s'ennuyer parce que c'est pas à elle que c'est adressé. Et ça démontre que si on s'adresse pas, si on clignote pas en disant houhou, on s'adresse aussi aux filles, on a l'impression que c'est exclusivement masculin. Et c'est vrai pour les cours de code à l'école ou au collège, mais c'est vrai aussi pour les grands, pour l'école 42, pour tous les grands endroits tech où vraiment tu vas apprendre ce genre de choses. Et en fait, inconsciemment, quand on est gosse, on s'imprègne. Bien sûr. Ça crée des biais très forts qu'on retrouve une fois adulte et on s'en rend même pas compte si on se pose pas
Ouais, hyper intéressant. On va basculer sur tes engagements, je le disais pour commencer l'interview, qui sont innombrables, donc beaucoup pour la lutte voilà, contre les violences faites aux femmes, les discriminations qui sont liées aux femmes. Je le disais aussi sur aussi tout ce qui est LGBT+ phobie, t'es hyper présente, hein. Merci vraiment encore une fois pour ça. Je suis ambassadrice de la Fondation Le Refuge, donc forcément ça me touche particulièrement. En fait, là-dessus, j'ai juste dire parce que voilà, j'ai eu la chance de rencontrer quand je suis arrivée au Mans. J'étais sensibilisée au sujet, mais comme ça. Et quand je suis arrivée au Mans, j'ai rencontré Alexandre Dimecjeune, qui est devenu vraiment quelqu'un de très très proche, qui était président de centre LGBT. Et moi, j'étais dans la campagne au Mans, je m'occupais des sujets d'égalité femmes-hommes. Et en fait, en parlant ensemble, on s'est aperçu qu'il y avait tellement de résonance entre les deux sujets et tellement de débats à avoir sur ces questions-là. Et on a commencé à travailler ensemble. Ensuite, ça a été mon conseiller dans les 3 ministères dans lesquels j'étais. Et donc, il a vraiment été à la manœuvre d'abord pour moi me sensibiliser. Et j'ai eu du coup la chance de rencontrer quelqu'un qui prenne le temps de faire cette pédagogie vis-à-vis de moi et de me sensibiliser aux causes qui restent à gagner. Et voilà, et c'est aussi grâce à lui et grâce à ce combat commun avec les ONG, les associations qu'on a travaillé par exemple sur la PMA pour toutes ou sur la fin des thérapies de conversion et des sujets comme ça. Hyper intéressant. En fait, on fait que rajouter du parcours et ça me fait plaisir parce que c'est des choses que les gens ne savent pas forcément. Mais c'est une charge mentale quand même. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, finalement, tu as un petit syndrome du sauveur, on va dire. Complètement. Mais je fais ma thérapie en même temps avec toi. J'adore. C'est souvent ça. Mais ça vient d'où en fait justement cette envie de représenter plein de causes, plein de sujets, plein de catégories de personnes, j'ose même dire plein de minorités. Ça vient d'où? Petite déjà, t'étais une défenseuse des injustices peut-être à l'école ou quoi que ce soit? En fait, tu sais, je vais être honnête et je parlais de thérapie, mais je pense qu'en fait, je suis juste hyper sensible à la base, c'est ça. À la souffrance des autres? Ouais, complètement, sous l'air guerrière, etc. En fait, j'ai toujours pleuré quand il arrivait des choses aux gens autour de moi. Quand j'étais gamine, je peux raconter les trucs parce que ça aura l'air ridicule, mais non, voilà, j'avais une de mes meilleures amies, Daniela, qui était serbe, et donc quand il y a eu la guerre en Yougoslavie, elle m'expliquait ce que c'était. Enfin, vraiment, ça me faisait pleurer des larmes en me disant mais non, mais ton pays peut pas vivre ça, c'est terrible. Enfin, j'étais vraiment quand j'étais petite, mon rêve c'était de monter un centre d'hébergement pour les SDF, parce que je trouvais que dormir dans la rue c'était vraiment quelque chose d'absolument terrible. Et voilà, mais après j'ai été sensibilisée à ces sujets-là, et du coup il y a vraiment quelque chose avec l'injustice et le fait que des personnes soient traitées différemment en fonction de ce qu'elles sont. C'est vraiment quelque chose qui me révolte. Et oui, j'ai envie de dire quelque chose, mais t'as raison, c'est une charge mentale. Je parlais il y a pas longtemps avec une dirigeante qui m'a dit, moi, les remarques sexistes, je m'en fous, je laisse tout passer, parce que comme ça, j'ai pas de problème et je veux pas me causer de problème, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est elle qui a raison, elle se cause pas de problème, elle avance dans sa carrière, personne lui dit qu'elle est pénible ou high maintenance ou chiante, etc. Et elle se fait pas une réputation de féministe et compagnie. Et après, je me suis dit, mais comment elle s'endort le soir? J'ai un truc avec... je comprends que tout le monde fait ce qu'il peut faire dans la mesure de ce qu'il peut faire, mais moi, j'ai vraiment ce syndrome du sauveur dans lequel je me dis, si j'ai pas aidé des gens et si j'ai pas fait progresser une cause aujourd'hui, je vais me sentir un peu inutile. Mais je comprends complètement. Mais comment on fait alors quand on est sensible, pour reprendre tes mots, pour faire ça et protéger sa santé mentale et protéger sa charge mentale? Hyper difficile. Et je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Le pouvoir de dire non. Écoute, voilà, je savais pas. Parce que justement, ça va avec en fait, et c'est très difficile de dire non. En fait, on voudrait aider tous les gens qui nous écrivent. J'ai 10 ans de présidence d'association, des années d'élu local, des années de ministre, et en fait, j'ai dû apprendre que, par exemple, être ministre, c'est pas comme être permanent d'association. Tu es là pour créer, impulser et mettre en œuvre des politiques publiques au sens large. Et en fait, je pense que c'est important de définir son périmètre et se dire qu'est-ce que je fais. Et c'est pour ça aussi, quand j'ai créé Active, j'ai défini mon périmètre de sur quoi j'interviens. Et ensuite, en revanche, ce que je fais toujours quand les gens me sollicitent, c'est que je me considère comme une plateforme. Je leur donne les bonnes coordonnées parce que moi, je les ai. Donc, je mets en lien avec une association qui, elle, fait ça, ou avec quelqu'un qui pourra t'aider là-dessus, pour essayer d'être utile par rapport à ça. Mais quand je me dis que j'ai réussi à faire former les policiers, les gendarmes pour les prises de plainte, ou quand on a travaillé avec Bruno Le Maire pour allonger le congé paternité, pour que les pères puissent aussi
prendre ce congé, ou quand je vois tout ce qu'on a fait avec le président Emmanuel Macron sur l'égalité femmes-hommes, sur les mesures de nomination. Il y a plein de femmes qui avaient plein de postes qui n'avaient jamais été tenus par des femmes. Secrétaire générale du gouvernement, femme patronne des CRS. Enfin, on a réussi quand même à féminiser le corps préfectoral aussi. Donc voilà, tout ça, je me dis que ce sont des victoires qu'on a apportées et des victoires politiques finalement. Bien sûr, tout ça c'est des accomplissements. T'arrives à les célébrer, t'arrives dans ta vie de girl boss à 300 à l'heure qui essaye toujours de penser impact, à mettre un peu pause et à dire ça c'est une réussite. Tu me le dis, mais est-ce que tu l'intègres? Alors c'est hyper intéressant ta question parce que je ne célèbre jamais rien. D'abord, je suis rien de professionnel. Je célèbre les anniversaires, beaucoup. Je célèbre les anniversaires. Je pense que mon compagnon un peu plus. Je fais les anniversaires de rencontres, de première fois, premier rendez-vous, première fois qu'on s'est vu. C'est l'anniversaire de nos deuxièmes vacances. What? C'est hyper mime. Donc, voilà. Mais je suis très anniversaire. Mais en revanche, je célèbre jamais mes victoires. En fait, j'ai une culture, la culture politique de mes parents qui étaient des militants, très le devoir avant tout, etc., qui n'était pas du tout dans la célébration, qui était vraiment dans le devoir, le travail, etc. Et ensuite, mon mentor politique, c'était Jean-Claude Boulard, qui était rocardien, et qui disait quand on gagne une élection, on ne doit pas faire la fête parce que c'est le début des emmerdements. Et c'est le début de la responsabilité. Donc il y a un peu ce truc, et j'avoue que chez moi, il y a une ambivalence entre, moi j'adore faire la fête, j'aime avoir la musique à fond, danser, voir des amis, etc. Et tu dois pas célébrer tes engagements ou tes victoires. Donc j'ai un petit travail à faire avec moi-même pour mettre ça en cohérence. Parce qu'à l'inverse, tu m'as dit que tu pouvais être dur envers toi-même tout à l'heure et qu'en tout cas, tu étais beaucoup dans la remise en question. Ah bien sûr, je suis jamais contente de moi. C'est ça. Jamais. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre du coup? Non, mais c'est pour ça que quand les gens me critiquent, je veux dire, ils pensent qu'ils me critiquent, mais ils seront jamais aussi durs avec moi que moi-même. Ma plus grande critique, c'est moi-même. Mon plus grand hater, c'est moi-même quelque part. Parce qu'à chaque fois, je vois ce qui aurait pu être mieux fait. Et tu ne célèbres pas? Non, tu vois le négatif chez toi? Ouais. Oui, je vais voir. Dès que j'ai fait quelque chose, d'abord, je commence le truc d'après, parce que j'ai cette espèce de phobie du temps perdu. Et je me dis, en fait, il nous reste pas... On a peu de temps, en fait. On est peu de temps sur cette terre, pardon d'être un peu tragique, mais voilà. Donc, il faut faire quelque chose. Et donc, dès que j'ai terminé une chose, j'en fais une autre. J'ai fini un livre, je vais commencer le prochain. J'ai fini une action d'une ONG, je commence la prochaine. Je vais toujours commencer. Et voilà. Et donc, c'est vrai que je prends pas le temps de pause pour célébrer, mais j'ai déjà appris ce que je savais pas faire quand j'étais plus jeune, à remercier les autres. Parce que être dur avec soi, c'est une chose. Être dur avec les autres, quand j'étais jeune, les gens qui étaient avec moi dans mes assos, je leur demandais énormément, ils étaient bénévoles et je me posais pas pour dire ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Et maintenant, je sais le faire. Je sais remercier les gens, les féliciter pour ce qu'ils font et pour leurs engagements. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être comme moi dans la frénésie d'action. Bien sûr, très factuel dans la recherche de solutions. Je vois complètement. Effectivement, le fondement du management, c'est la reconnaissance. Mais je pense que vraiment ton discours, il va résonner dans énormément de personnes. Parce qu'en fait, souvent, on est très dur envers soi-même. On a beaucoup de mal à voir le positif, mais on a beaucoup justement d'empathie, d'écoute et d'attention envers les autres. Et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de déséquilibre entre justement ce ratio de je suis dur envers moi-même, mais finalement, où est l'auto-bienveillance? La bienveillance est pour les autres et pour soi. Ouais, c'est vrai. Non, pour soi et même pour son premier cercle, parce que c'est difficile aussi quand on est très engagé. Il y a un coût pour les proches. Quand on est engagé, c'est qu'on n'est pas là. Combien de fois on marche dans la rue, les gens veulent soit une photo, soit me dire, le jour où j'étais en train de parler au téléphone avec ma sœur, on parlait de quelqu'un de notre famille qui est hospitalisé, donc la conversation était difficile et éprouvante. Et il y a une personne qui voit que je suis au téléphone, qui entend de quoi je parle et qui vient et qui m'interrompt. Et qui commence à me dire ah oui mais alors moi je cherche un logement donc voilà est-ce que vous pouvez prendre mes coordonnées et j'ai halluciné, je suis au téléphone en fait et vous entendez que je suis en train d'expliquer les analyses de quelqu'un qui est sorti de l'hôpital, etc. Donc pour l'entourage il y a ce temps. Quand j'ai commencé à travailler chez Tilder, j'ai demandé à ma fille qu'est-ce que tu penses du nouveau travail de maman, est-ce que ça t'embête que je sois plus ministre, parce qu'elle avait connu quasiment que ça. Et elle m'a dit, alors ton bureau est plus petit, bon nos bureaux sont avenue Montaigne, hein, on n'est pas à plaindre, mais ton bureau est plus petit, mais au moins tu pleures pas quand tu rentres à la maison. Wow. Et je me suis dit,
pleurer. J'ai pas eu l'impression que quand je rentrais du ministère, j'arrivais chez moi et je pleurais. Et elle me dit non, mais t'arrivais et tu nous disais je suis vidée, j'ai plus d'énergie, j'ai besoin de me concentrer. Et parfois on t'appelait, il y avait des drames et tu devais repartir d'un coup. La nuit on se levait, t'étais plus là et tu rentrais et tu pleurais. Et c'est vrai que j'ai dû pleurer quelques fois parce qu'il y avait des choses difficiles que j'avais à traiter. Quand on est sur les drames, les féminicides, le terrorisme, les suicides de policiers, c'est des choses qui sont lourdes quand même et on le prend aussi un peu pour soi comme une éponge. En fait, on le prend comme une éponge et c'est vrai qu'on décharge un peu sur son entourage. Et ça, c'est vrai que je trouve que toute personne engagée, même des gens qui sont dans des associations, qui sont bénévoles, on sait que c'est du temps qu'on prend à notre famille, à nos amis, de l'attention qu'on a peut-être moins et ça, je pense que c'est important. Bien sûr, d'ailleurs, on parle de burn-out militant. Je ne sais pas si c'est un terme que tu as déjà peut-être entendu. C'est difficile d'avoir des engagements, c'est noble, on sait pourquoi on le fait. Selon les vécus de certains, c'est même nécessaire de transmettre. Et justement, je fais moi-même ma transition. Très bien. Marlène, t'es hyper quand même proche des jeunes dans ce que tu incarnes et je trouve ça super parce que justement, tu le sais, je ne t'apprends rien, les jeunes sont très 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 déconnectés du paysage politique. Alors, c'est quand même sourcé ce que je te dis. Je pense notamment à une vidéo TikTok où t'as mis un hashtag, la question elle est vite répondue et je trouve ça hyper cool. Bon, ça c'est une trend TikTok, hein, c'est une tendance, tu l'as reprise et en fait ça permet de créer, je trouve, un rapport de proximité avec les jeunes qui est encore une fois très intéressant parce que 62% de la Gen Z envisagerait de se lancer entrepreneur un jour. Donc, quand même girl boss entrepreneur, donc tu incarnes aussi cette figure-là. C'est un chiffre qui vient de Forbes. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais aux jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat et peut-être ont toutes les barrières mentales dont on vient de parler? D'abord, mon profil TikTok est complètement raté. Hein. J'en suis consciente. Pourquoi Non, parce que j'avais fait une vidéo vraiment nulle. Et d'ailleurs, ma fille m'avait dit poste jamais ça. Et à chaque fois que ma fille me dit tu devrais pas poster ça et que je le fais quand même, j'ai toujours eu un bad buzz derrière. Et elle arrête pas de me dire en fait prends-moi comme conseillère communication. Tu vois bien que je sais. Et d'ailleurs, pour faire ce que je te disais tout à l'heure quand j'étais chez Havas, que j'avais 19-20 ans et je donnais des idées et on m'écoutait pas forcément. Moi, j'ai toujours essayé de m'entourer de gens jeunes, plus jeunes que moi, et parce qu'on passe très vite de être la plus jeune à plus être la plus jeune du tout. Et donc aujourd'hui, j'ai 41 ans et souvent, je vais demander aux stagiaires, aux jeunes consultants, aux amis de mes enfants, qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel sujet? Est-ce que tel truc, vous trouvez ça bien? Voilà, je trouve qu'il faut pas jouer aux jeunes. Voilà, donc je ferme la parenthèse en là-dessus. Fait, tout simplement. Oui, voilà, exactement. Savoir bien s'accompagner et t'aider, c'est de l'intelligence émotionnelle. Mais complètement, et de se dire qu'en fait, les jeunes savent des choses qu'on ne sait pas. C'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on sait plus. Un jeune qui a 20 ans aujourd'hui, il sait mieux que nous comment fonctionne l'intelligence artificielle, comment fonctionnent les réseaux, ce qui marche ou pas. Enfin, ma fille de 12 ans, elle sait tout sur la K-pop et du coup sur la Corée et la culture coréenne. Genre moi, j'y connais rien à la culture coréenne et elle nous apprend des choses. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais je pense qu'il faut toujours s'entourer de gens plus jeunes que soi aussi. Et donc les conseils, alors mon premier conseil que je donne toujours, c'est n'écouter aucun conseil. Parce que tous les gens qui donnent des conseils aux entrepreneurs donnent des conseils en fonction de eux-mêmes et de leur parcours. Et ça m'amène à mon deuxième conseil qui serait soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est une phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup. Et moi, quand j'ai été nommée au gouvernement, tout le monde me disait alors qui sont les ministres qui vous inspirent? Est-ce que vous voulez être la prochaine une telle? Ben, je veux pas être la prochaine une telle, je veux être moi-même. C'était Simone Biles à qui on a dit est-ce que vous voulez être la prochaine je sais plus qui? Et elle a dit ah non, je veux être la première Simone Biles. Et je trouve ça hyper bien en fait. Et je pense que quand on entreprend, c'est la même chose que quand on veut créer une ONG et c'est la même chose quand on veut écrire un livre. Il faut se demander qu'est-ce qu'on va dire soi que les autres n'ont pas déjà dit. Ou alors, si les autres l'ont déjà dit, comment on va le dire autrement? Et je pense qu'il n'y a rien de pire que des gens qui veulent copier. Moi, ça me flatte pas quand on me copie. C'est-à-dire, plein de fois, je dis des discours, ça c'est mes EDL en fait. C'est mon concept, c'est moi qui ai fait un truc là-dessus. Et ça m'agace, je le prends pas comme je me dis pas, oh j'ai inspiré des gens. Je me dis c'est dommage parce que ces gens, ils avaient sûrement quelque chose au fond d'eux de singulier à dire qui était leur parole, leur expérience. Pourquoi remixer ce que je dis de façon différente? Moi, je remixe pas ce que disent les autres. J'estime avoir une vision qui est intéressante. Donc, t'encourages l'authenticité. Exactement. D'être soi-même et de pas se déguiser. Et je pense qu'on est d'ailleurs dans une période qui permet ça aujourd'hui. Où on valorise l'authenticité, la singularité et avec un propos. Et dernier conseil qui est plus pragmatique,
je dirais expliquer aux gens comment vous allez apporter des solutions et pas leur faire perdre leur temps. Quelqu'un qui peut investir dans une entreprise ou qui peut devenir votre client ou un dirigeant de façon générale, il n'a pas de temps en fait. Il court après le temps, il est débordé, il a une énorme charge mentale. Donc juste lui dire, est-ce que vous pouvez me recevoir 1 heure? Non, il va pas vous recevoir 1 heure, sauf énorme coup de bol et fail dans l'agenda avec chef de cab qui fait pas attention et qui vous met un rendez-vous, mais ça arrive rarement. Donc ne dites pas ça, dites ce que vous allez apporter, quelles solutions vous allez apporter, proposez des quarts d'heure plutôt qu'1 heure et en disant que vous allez vraiment être utile et lui apporter quelque chose. Qu'est-ce que vous allez apporter à la personne à qui vous adressez? Hyper inspirant, hyper précieux. Merci énormément pour la richesse de Merci cet à toi, échange, surtout. vraiment. Et écoute, si ça te va, déjà je mettrai le lien de ton livre évidemment dans la légende de la vidéo. Tu me diras combien je te dois pour la thérapie. Non, pas du tout. Mais j'ai passé un super moment. T'as passé un bon moment? Moi aussi, ouais, c'était très sympa. Merci super. beaucoup. Mais vraiment, encore une fois, mille merci. Mais t'incarnes beaucoup ça d'ailleurs, si je peux me permettre. Tu trouves? Ouais, je trouve que tu dis des choses avec le ton qui est le tien. Et que on ne pourrait pas mettre quelqu'un d'autre à ta place qui dirait la même chose. Wow. Donc je trouve que t'as réussi à avoir ce truc-là. Donc bravo. Bah écoute, si je peux me permettre, entre personnes authentiques, je pense qu'on se comprend. Peut-être. Je pense que ça vient de là. Merci beaucoup, vraiment, ça me touche énormément. Si ça te va, vu que le média s'appelle Check le média, on fait un check de fin? Allez, check.